Good morning, everyone, and thank you all so much for joining us. We are absolutely honored and excited to have with us today Domaine Bruno Clare. We have with us Bruno and Arthur, and of course Peter Wasserman. And as you all know, Domaine Bruno Clare is one of the most storied, respected, absolutely, truly legendary producers in Burgundy. We are so lucky to have them. They've been in Marsanne for over 40 years now and are well known not only for their stunning Marsanne Rosé, but an entire spectrum of wines that shine at the village level, Premier Cru and Grand Cru. And we are very lucky to have them. And so I would like to, before I turn it over to Peter, just a couple of pieces of housekeeping. As always, you are all muted, but do please feel free to ask questions through the chat and we'll address them as we can. And we'll send out the recording after the seminar. So without further ado, I'd like to turn it over to Peter. Thank you for all being here. Merci d'être venu. I'm mostly going to let Bruno and Arthur talk about the domain. And with no further ado, sans attendre, Bruno et Arthur, si vous pourriez nous parler un petit peu du domaine, de son inception, de comment il a commencé. Can you please tell us a little bit about the history of the domain and how it started and the family history? Bonjour à tout le monde. Hello everyone. J'espère que Hello everybody. vous êtes tous en bonne santé. I hope you're all well. Et qu'il n'y a personne autour de vous qui a souffert de ce virus. And he hopes that there's nobody caught COVID around you or in your family. Ici, alors avant de commencer, ici c'est le super beau temps qui ne nous quitte pas depuis le mois de mars. So here it's really beautiful. We've had gorgeous weather since March. Il n'y a pas eu d'hiver, donc on a un printemps très précoce et donc c'est des vendanges qui se profilent sur fin août maximum. So there was no winter, so very early start in the vineyards, which is looking like in August, again in August, the harvest. Donc de façon récurrente depuis 2015, à nouveau une très précoce. So since 2015, we've had more and more early harvests, August harvests. Voilà, on aura le temps d'en parler après. Ce qui change un petit peu à la fois nos méthodes de travail, que ce soit à la vigne, que ce soit évidemment pour la vinification, parce qu'on découvre, moi je le découvre bien évidemment, mes enfants un peu moins, puisqu'ils naissent dedans, dans des millésimes qui sont parfaitement inconnus. Des vendanges le 15 août, le 20 août, moi j'avais jamais connu ça avant. So I hadn't experienced these very early harvests, so we're discovering a lot of things as time progresses and we have these new conditions to work with. As far as the kids are concerned, they were just born in it, so they don't have the history to see how it's changed. They were literally born with it. Ouais, donc je vais vous présenter un petit peu le domaine. Alors comme la plupart des domaines bourguignons, l'histoire familiale est toujours un petit peu compliquée, mais je vais essayer de la présenter de façon simple. So I'm going to try to introduce the domain. Like every domain in Burgundy, it's a rather complicated family history, but I'm going to try to make it simple. Donc moi, je suis la 6e génération de vignerons à Marsanne. Sixth generation of Marsanne winemakers. Du côté de ma grand-mère, donc mon grand-père, lui, My grandmother's side. était enfant de vigneron, mais du vigneron opposé à la côte qui était Centenay. His grandfather was the son of a vigneron which came from Centenay all the way down to the south. Voilà, il est venu s'installer à Marsanne, donc après la guerre de 14, en 1919. So in 1919 came and installed himself up in Marsanne. Et il a repris donc le domaine qui existait au XIXe siècle du côté de ma grand-mère. And he took over the domain that existed already in the 19th century on my grandmother's side. Il a fondé le domaine qui deviendra assez célèbre, le domaine Claire d'Ahu, avec ses enfants. He founded then the domain Claire d'Ahu, which became very, very famous with his kids. Voilà, et puis ensuite, au cours de l'évolution de la vie, quand mon grand-père a disparu, mon grand-père était un vrai patriarche, dans le sens où c'est lui qui dirigeait tout, et les enfants, à sa disparition, ont commencé
à se disputer de façon assez sérieuse. So when my grandfather came to pass, he was an old Burgundian patriarch, the real tough cookie. And so then the kids, after that, it was a little more difficult to manage. Alors ça a conduit à la dislocation complètement du domaine en 1985. So 1985, because of the siblings not getting along, in 1985, the domain broke up, the domaine Clair d'Ahu. Moi, de mon côté, en 1979, j'avais créé mon propre domaine à partir de quelques vignes que j'ai pu récupérer sur Marsanais, sur Fissin, et puis pas mal de défrichements à partir de 79-80 sur Moret-Saint-Denis, on aura l'occasion d'en reparler, et ainsi que sur Marsanais. Et en 1985, j'avais 7 hectares et demi de vignes sur ces 3 villages. So Bruno had developed his own domain with some Marsanais grounds, had some land in Fissin, then started reclaiming in the very early 80s, late 70s, the vines above Marais Saint-Denis, above Chambol. So we'll be talking about those vineyards a little. Pardon? Pas encore Chambol. Chambol, c'est plus tard. Chambol, sorry, he's correcting me. Chambol came later, but up above Clos de Tard, on la rue de Vergy, for example, is a good example of vineyards that he reclaimed. Donc moi, je n'avais pas voulu rentrer dans le domaine familial parce que je ne m'y sentais pas ma place, compte tenu de l'ambiance qu'il y avait. Et donc, en 86, j'ai pu récupérer toute la partie des vignes qui provenaient de mon père et de ma mère. So I didn't join the domain, my father's domain, because I really didn't find a place for me there. That's why I started my own domain. So in 1985, 86, I got back everything that was supposed to come back to me through inheritance. Voilà, et donc là, c'est un vrai virage pour l'exploitation, puisque je vais pouvoir récupérer des vignes qui ont une certaine signification, comme Chambertin-Claude-Bèze, Clos Saint-Jacques, Castier, et d'autres vignes sur Marsanais. Voilà. And this was very significant for our domain because I was able to get back Clos de Bèze, Clos Saint-Jacques, and some Castier, and some very significant vineyards for us that are part of whom we are now. J'ai oublié quelque chose, Peter. En 1979, j'exploitais également la demi-neuve de la Savigny. Right. In 1979, he was given to work by his father, the Dominade, Savigny-les-Beaunes, la Dominade. So that was already part of the domain in 1979. Voilà. Alors bon, les différentes étapes pour arriver à la constitution du domaine aujourd'hui. À partir en 1990, enfin 89, 90, 91, j'ai défriché des parcelles sur Chambol, donc les Verroilles. So 90, 91, 92, so he recuperated he made plantable a parcel in Chambol, which is right above Bonnemar, called Chambol-Musigny-les-Verroilles. Voilà. En 93, j'ai repris des vignes sur Corton-Charlemagne, Allos-Corton et Pernant. In 93, he got some Allos-Corton and Corton-Charlemagne and some Pernant. En 96, la Petite Chapelle à Gevrey et des vignes de Gevrey en appellation village, les Carougeaux. So then, c'est en 96, hein? Ouais. So in 96, they got Premier Cru, la Petite Chapelle, which is a very little known vine and absolutely fantastic. It's right next to the Grand Cru, La Chapelle. And some village Gevrey, les Carougeaux, very good vine. Et puis donc voilà, pendant un certain temps, il ne se passera pas grand-chose. Je ne reprends pas de vignes. On met déjà en état toutes ces vignes qu'on a récupérées, notamment du domaine Clair d'Ahu, les vignes qui étaient vraiment en mauvais état. Donc il y a eu un gros travail pour faire revivre les sols, pour faire ce qui aurait dû être fait avant, disons. Alors bon, ça m'a beaucoup occupé. Et à partir de 2006, on va commencer à récupérer un morceau de Bonnemar. Alors attends. So the first job at hand was to transform the soils, put them back into health, so to speak, but they had been very badly handled. And they needed to get them
nice and clean and healthy and safe and so on. So that brings us to c'est en quelle année que le Claude Bèze, que tu as récupéré Claude Bèze, Bonnemar, pardon. Bonnemar, c'est le premier morceau. Ça s'est fait en 3 étapes. 2006. 2006. 2006 is when they get the first bit of Bonnemar back. 2012, un deuxième morceau. 2012, a second bit. Et enfin 2016, la totalité, donc qui fait 1,65 hectare maintenant. And now the last bit of Bonnemar, which is now 1.65 hectares, just recently. Et alors en même temps, en 2016, on a récupéré, c'est enfin la totalité des vignes qui étaient familiales, qui étaient à mes parents, qui enfin est revenu avec 1 hectare de grasse-tête supplémentaire en 2016, en même temps que Bonnemar. And in 2016, they got the last bits that were part of the original domain with a whole hectare of Marsanais, premier cru, pas encore premier cru, Marsanais les grasses-têtes. Vous voyez que les difficultés familiales, ça demande quand même pas mal de patience. Il aura fallu 30 ans pour retrouver tout. So you can see family difficulties are a little slow. It was about 30 years before we got everything back in order. Voilà. Peter, can I ask a question? Juste encore une chose, et ce sera fini pour les parcelles. Pardon. One more thing, and then we'll wrap this part up. À partir de 2018, là, j'ai eu l'opportunité de reprendre c'est 15 ouvrés de Chambol, cette fois-ci premier cru Les Charmes. Oh, so he just was able to get 15 hours of La récolte 19. La récolte for the 19 vintage of Chambol Charme, premier cru. Voilà. Bien. Et c'est tout pour l'instant. And that's all for the time being. Voilà, donc aujourd'hui, il y a... Il a posé une question. Peter, can you ask Bruno? It's really touching to hear the story of, painstakingly getting back all these special parcels, into their rightful hands, so he can make wine that shines. Can he talk a little bit about the process of rehabilitating those soils that he found in not such good condition? Peux-tu parler un petit peu de comment est-ce que tu as récupéré ces vignes et comment tu les as remis en état, leur redonner une vie, leur redonner une santé? Comment je les ai récupérés uniquement sur le plan juridique. Hein, non, mais comment, dans quel état? Oui, d'accord. Donc, dans quel état? Simplement, le domaine perdu était dans un état, comment dire, c'était chacun tirait un petit peu les trucs pour lui. Il n'y avait vraiment plus du tout un esprit familial et un esprit comme on doit avoir pour faire des vins, quoi. Donc du coup, on faisait le minimum de travaux. Les sols, c'était plutôt le minimum, ça veut dire le minimum du chimique pour le désherbage, des employés qui sont mal payés, donc qui travaillent mal, donc des tailles qui sont mal faites, toute une accumulation de choses. Bon, les vignes, heureusement, c'est une plante qui est très résistante. On les a récupérées en mauvais état, avec beaucoup aussi de pieds qui manquaient, qui sont morts. Donc, il a fallu remettre tout ça en état. Et surtout, quand j'insistais sur les sols, parce que, évidemment, c'est le premier truc à faire. C'est redonner vie à des sols qui ont été abandonnés, quoi, ou meurtris. Bon, je vais traduire cette partie-là. When he got the soils back, or when he got the terroirs back, they were in pretty bad nick. And there's several reasons for that. One of the reasons that stood out from what Bruno just said was that the people who were taking care of the vines were very badly paid and not very well treated. And when you're badly paid and not very well treated, the work that goes into the vineyard is not perfect. And of course, there was the unfortunate use of chemicals, which was the most expeditious way of dealing with grass. And this, of course, brings more problems to the vineyard, such as ruining the soils, no retention of topsoil, so on and so forth. So it was a bad deal. We had to change all that. We had to nurture the vineyards back to health, and we had to change the pruning methods, and we had to change the way the soil was treated. Vous avez éliminé les herbicides, par exemple, et retravaillé les sols?
Ah ouais, Alors, évidemment. petit à petit, hein, sur toute la décennie 90-2000, mais bon, So it took him about 10 years between 90 and 2000 to slowly but surely nurse these vineyards back to shape. So this is not an overnight. I come in and I work this vineyard entirely differently. It would be a shock to the vineyard. You have to do that slowly, and you have to do that over time. alors, ce qui s'est passé, si tu veux ça, alors pour notre passage, on peut en parler dès maintenant. Pour notre passage, pour les sols, on était sur de l'organique, moi, dès que je travaillais, donc il n'y a pas eu d'engrais chimique. Par contre, pour les traitements eux-mêmes, on était en conventionnel très longtemps et on a commencé à renverser le système dans les années 2007-2008 pour arriver en 2015. Et ça, c'est Édouard, mon fils, qui n'est pas là, qui s'en est occupé, et qui nous a fait passer en bio complètement. Et c'était très difficile, c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'exploitation, c'est 25 hectares, mais c'est en fait 70 parcelles qui sont sur 7 villages. Ouais. Donc, c'est pas évident, hein, de travailler avec des produits où il faut réagir immédiatement dès qu'il pleut. So here's the difficulty of transforming a domain from lutte raisonnée, for example, to organic. Here you have a domain which is 25 hectares. It is spread over a lot of ground. It goes all the way from Savigny-les-Bains all the way up to Fissin and Marcenais. And it's 25 different wines, but that means 70 different parcels, which all have different expositions, plant material, access to humidity, wind, so on and so forth. So when you want to go organic, you're using products that have to be put on very specifically on the day that they're needed. And if it rains the next day, then you have to go back and put it on again. So getting away from lutte raisonnée is very, very difficult to do. So you pick your parcels at first, and then you start with the easiest ones, and then you go to the more difficult ones to do it. Edouard, who's not here today, was a big impulse to actually switch the domain to organic in 15. Mais vous n'êtes pas certifié par contre. Non, Non. pas pour l'instant. On avait en plus 2 vignes qui nous posaient un problème, qui sont trop en coteaux, difficiles d'accès. Donc, il n'y aurait eu que 95%. Donc là, cette fois-ci, les 5% qui restent sont à nouveau sont en biologique aussi. So he says one of the reasons they're not certified is that they've got 2 little parcels that are impossible to work with a tractor, impossible to work by. I mean, they really need to use chemicals up there. So if they transfer into organic, it would be only 95% of the domain. Non, mais maintenant, c'est fait. Hein. Depuis Now they're doing it. 2017, on a réussi à passer en tracteur avec les. On a réussi à mécaniser les parcelles. On a réussi à les donc, mécaniser et comme ça, on peut faire comme pour les autres. So Mais, now they've been able to take the faut problem. comprendre, moi, j'ai toujours été en lutte raisonnée, mais le passage en bio, ça supposait une organisation et une surveillance que moi, je ne pouvais pas faire. C'est quand Édouard est arrivé que là, il m'a proposé de le faire. Je lui ai dit, tu prends la responsabilité et tu sais que c'est énormément de travail avec beaucoup de risques. Et il a fait ça, il l'a fait très bien. So Bruno couldn't do it alone while he was sole in charge of the vineyards. When Edouard came back, that's when the decision was made that, okay, you take on the responsibility because you want to go there, but you know how difficult it is and what risks it comports as well. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta philosophie? Bon, on a parlé un peu de la philosophie à la vigne, maintenant on va parler de la philosophie à la cave. Arthur va en parler. Alors moi on a à peu près la même. Hein. So I just asked Bruno and Arthur to talk to the vinification philosophy rather than the viticultural philosophy, which we just talked about. And Arthur, who's going to talk to us about this. Alors moi déjà, je suis effectivement plus axé, même si je travaille un peu partout, je suis un peu plus axé sur la vinification et le travail à la cave. So Arthur's main responsibility is vinification and cellar work, but he still works with everything. I mean, he works the vineyards as well.
Et donc, notre philosophie du Un peu côté de la collégiale, cave je veux dire. et au niveau de… Comment ? La vinification est un peu collégiale. Il n'y en a pas un qui décide. Non, bien sûr. Mais, donc, pour la vinification, pour le travail à cave, notre philosophie, c'est effectivement plutôt d'accompagner d'accompagner le produit, hein, d'accompagner le vin. Donc, on essaye de faire effectivement le moins d'actions, que ce soit mécanique ou œnologique possible. C'est le maître mot, on pourrait dire surtout, c'est de ne pas faire la même chose chaque millésime, donc de s'adapter au millésime à chaque fois, évidemment. So we try to adapt to each vintage. So we don't have a how shall we say a recipe. It really depends on the stuff that's coming in off the hang on, let me put this up for you guys. It depends on what materials you're getting in that year. So here you see, for example, Arthur. Do you all see that picture? Yes, we do, Peter. Okay. Here you can see that they do a triage table, and they already do a triage of the grapes in order to get the best possible grapes into that vat and to have as little as possible to do during vinification. Doesn't mean they don't tweak. Arthur, Oui. Est-ce que tu as eu des vendanges très, très différentes des unes aux autres d'année en année sur les 4-5 dernières années? Alors, pour l'instant, moi, les vendanges se ressemblent un peu, c'est-à-dire pas au niveau de la maturité phénolique, mais en tout cas au niveau des étés qu'on a, car c'est tout le temps la canicule en ce moment, chaque année depuis 2015. Donc, on a des millésimes qui se ressemblent au niveau de la météo, en tout cas. Et du coup, au niveau de la façon de travailler, parce qu'on n'a pas de sous-maturité, on a les maturités suffisantes et on a de la matière à travailler. Donc, pour l'instant, on n'a pas des millésimes extrêmement différents depuis que je travaille au domaine. So for the time being, I haven't had hugely different vintages since I've started working at the domain. We've just had very, very good grapes and raw materials to work with. So it's maybe a little too early to ask the question to you. So, Bruno, sur les 15 dernières années, quelles sont les choses qui t'ont marqué au niveau de ce qui a beaucoup changé depuis que tu as commencé? Eh ben, écoute, on peut prendre deux extrêmes qui sont les deux derniers, à savoir 2013 par exemple, et puis 2018. 2013, on fait des vendanges d'octobre avec des raisins qui sont vraiment limites en maturité. On attend le maximum pour vendanger et on a des maturités phénoliques vraiment au forceps. Je laisse traduire ou je continue? Ouais, alors oui. So I'm going to talk about two vintages that were extremely different. 13 and 18. In 13, we had we were very short on maturity, so we had to wait as long as possible on the vine, and we still didn't. In some parts, we still had trouble. And 18, of course, everything was perfectly mature. Alors, les deux extrêmes, alors je vais prendre l'autre extrême qui est 2018 et 2019 aussi d'ailleurs, où là, on risque plutôt des surmaturations. Et donc, la question qui se pose pour le vigneron, c'est pas tellement. Là, la question importante qui se pose pour lui, c'est quand je vendange. En octobre, on pousse le plus loin possible. On sait que plus on ira loin, plus on va faire quelque chose d'intéressant compte tenu du millésime. Par contre, en 18, là, il faut se poser la question. Franchement, il faut y aller tout de suite. Donc, on a une réactivité. Il faut avoir une réactivité aujourd'hui quant aux dates de vendange de façon à ne pas obtenir des surmaturations. So these 18 and also 19 were almost surmature. So the real question is your pick date, and that's what's super important for making good wine with nice, elegant balance and good acidity. Alors, donc, pardon. Non, j'attends la suite. Bon, la différence entre les pots d'un pinot noir de 2013 et de 2018,
2018, c'est des peaux qui sont fragilisées parce qu'elles sont en bout de course. Donc, il n'y a pas intérêt à faire de l'extraction à tout crin parce que si on veut garder un peu de finesse, il faut plutôt faire des remontages et moins de pigeage. 2013, il faut quand même aller chercher la matière qu'a priori on n'a pas. Donc là, on va sans doute aller plus sur des pigeages et moins de remontage. Et avec des fermentations qui vont être extrêmement lentes en 2013, extrêmement rapides évidemment en 2018. Donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas non plus. Ah, donc, So, yes, oui. Ça, c'est un remontage, ça. vas-y. Il y avait pigeage avant, remontage maintenant. Attends, traduise So, for example, if you take 2018 and 2019, the phenolic maturity was all the way to off as far as it can go, and the skins were starting to become fragile. So obviously, in that case, you don't want to do punch downs like I had the previous picture, as much as you would like to do pump overs this picture. However, in 2013, much thicker skins because they had not gone to phenolic ripeness, and it was more difficult to extract. But the other thing is that you don't want to extract too much either, because you might be extracting green tannins, or you might be extracting things that aren't very pretty. The tannin that comes from the pip. Une année comme 2018, c'est des arômes à coup sûr qui sont absolument merveilleux, mais qui sont certainement très fragiles. Si on insiste trop sur les opérations physiques dans la cuve, on risque de perdre un peu ça et d'avoir des un peu lourds. In 18, you get this phenomenon where the aromas in the winery are absolutely wonderful, but they're also very fragile. So he has a tendency to eliminate anything mechanical or limit it as much as possible in order to respect that fragility that you have in the skins and the fragility of the vintage. Donc on parle beaucoup là, de ce qu'on devrait faire, mais on va parler de ce qu'on fait aussi en vinification. Du coup. Parce que effectivement, depuis, on a changé un petit peu la vinification depuis qu'on est au domaine avec mon frère Édouard. On met effectivement depuis 2015 un peu plus de grappes entières aussi, vu qu'on parlait de vinification et de technique, qui effectivement apporte une certaine finesse et une certaine profondeur au vin, qui est différente, même si mon père qui est là, on mettait avant, mais on a mis une proportion un peu plus grande de grappes entières aussi, de par le fait que les rafles soient mûres et que les raisins soient beaucoup plus mûrs qu'avant. Alors justement, So the differences that have happened since both sons have been back on the estate is that they're starting to use a little bit more stem inclusion than their dad, even though dad did use some, but now it's a little higher proportion when they can, because they get such good maturities on the stems, and a little more infusion, and so a little less extraction. But that's, everybody's doing a little less extraction these days. C'est le choix pour ces années comme 17, 18, 19 de mettre beaucoup de grappes entières, et c'est sûr que c'est un très bon choix. Par contre, un millésime comme 2013, si les enfants avaient à le refaire, là, il faut forcément qu'ils aient beaucoup plus, parce qu'on a déjà de la dureté naturellement dans un millésime comme 2013, donc en laissant les rafles entières, ça serait encore accentué cette dureté. Oui, c'est pour ça que là, on parle sur une trilogie de millésimes très particuliers. Mais si on revoit une année comme 2013, par exemple, il ne faudra certainement pas faire de la même façon. Bruno was mentioning 2013 versus stem inclusion, and he says an extraction, and he said, it's got, the grapes were tougher, the skins were tougher, the phenolics were tougher, and if you did more extraction and you did and you had more stems in there, you would have extracted a lot more green tannins and bitterness and that type of those types of aromas. So you got to be very, very careful. And you do change from vintage to vintage. Donc pour résumer la philosophie en vinification, effectivement, ça ne sera pas systématique. Les grappes entières, effectivement, on s'adaptera toujours au millésime. Par contre, je travaille sur lui, il faut en parler. L'élevage. Ouais, pendant l'élevage aussi, tu peux parler de ça, Peter. Qu'effectivement, ça fait quelques années maintenant qu'on fait presque plus de soutirage durant l'élevage. On fait qu'un soutirage à la fin, avant l'assemblage et la mise en bouteille. Donc, so for the last 2 years,
for the last few years, they haven't done any racking prior to bottling. So they're one racking prior to bottling is what they're at. Il faut dire aussi que dans les derniers. Oui, alors, on laisse sur libre. Les lits, c'est une nourriture pour le vin, ça c'est indiscutable. Il faut avoir des lits saines, bien évidemment. Mais on a aussi dans les vins maintenant moins de gaz carbonique. Donc, si on fait 2 ou 3 sautirages, on va perdre trop de gaz carbonique. Parce que le gaz carbonique, je vais vous expliquer pourquoi il y a moins de gaz carbonique. C'est parce qu'il n'y a pratiquement plus d'acidité de malique. Donc, la deuxième fermentation qui se passe en fût, elle se passe très rapidement, elle ne produit quasiment pas de gaz. Et si on soutire à l'air, on perd du gaz. Donc, tu perds aussi de la fraîcheur dans le vin. So this is really interesting. Bruno is telling us that there's less and less malic acid present in the wines, in the vines or in the juice. Hence, doing a lot of rackings would have a tendency to fragilize the wine and possibly hurt it because the acid is a protectant, and there's less carbonic gas as well. Mais pourquoi il y a moins de gaz carbonique, ça je comprends pas. La deuxième fermentation n'en a pas produit du tout quasiment. Avant en fût, bon, tu as beaucoup de gaz carbonique qui se forment dans la fermentation alcoolique, mais il s'évapore. Et quand tu mets en fût, ta deuxième fermentation, donc l'acide malique, s'il y en a un petit peu, ça peut durer 15 jours, quelquefois 3 semaines. Là, il y a un dégagement de gaz qui reste enfermé dans le fût. Là, aujourd'hui, les malolactiques, on ne s'en aperçoit même pas. En 18, on ne les a même pas vus se faire. Quoi. Voilà. More on another Zoominar about that, because it's a fascinating question. It's the first time I hear it brought up. But there's less carbonic gas produced during malolactic today than there was a few years back. Interesting question. Je vais passer sur une autre question parce qu'on a quand même un temps imparti. Oui. Si on avait décrire à un novice parmi, vous avez tellement de vins particuliers, icônes, on va dire, comment décririez-vous votre gamme à un novice? Alors déjà, par exemple, quelqu'un qui a jamais acheté du Bruno Clair, comment on lui décrit? Je expliquerai pourquoi le domaine est connu, surtout par des appellations phares comme la Dominode, effectivement, à Savigny, ou le Clos Saint-Jacques à Gevrey. Et il faudrait surtout lui expliquer que le domaine produit beaucoup de différentes appellations. On va effectivement de Marsanais jusqu'à Savigny. Et entre ces deux villages-là, il y a une disparité, des différences, que ce soit en texture, en arôme, en goût, en finesse, en profondeur. Il y a des vins très différents qu'on fait, que ce soit même en blanc et en rouge. Et on a une gamme, donc une palette très large de possibilités qui peuvent plaire justement aux gens, effectivement. Est-ce que tu peux traduire ça ou je peux... Non, traduis. Oui, vas-y, tu veux dire quelque chose? Pour finir, On bug un peu. Je t'entends pas. Traduis, j'ai pas entendu la... Tu peux ajouter ce qu'il vient de dire, c'est tout. D'accord. Okay. Traduis ma partie, Jupiter, parce que sinon on a un petit peu la... Okay. So if I were to explain the domain to a novice, somebody who doesn't know Bruno Clair, I would explain that over 25 appellations, they have a great number of appellations that are very different one from the other and really express where they come from the Côte de Beaune all the way up to the Côte de Nuits, with a beautiful variety of price points, of course. The two wines that they pull out as being iconic wines for them is Savigny-les-Beaunes La Dominade and the Clos Saint-Jacques, and not the Claude Bèze or Bonne-Mare, as you would have thought. Vas-y. Alors, moi, ce que je ferais, je lui ferais goûter quelques vins qui sont en opposition. Donc, par exemple, un Marsanais blanc avec un Moret-Saint-Denis blanc, parce que le Moret-Saint-Denis blanc, c'est toute la minéralité du calcaire. Le Marsanais blanc, c'est un peu plus onctueux, c'est un peu plus rond. Ensuite, dans les Gevrey, en opposition, un Castier, un Clos Saint-Jacques, parce que là,
c'est deux vignes qui se touchent, qui ont le même âge, tu connais l'histoire. Et puis ensuite, aussi, par exemple, un Vaudenel sur Marsanais, un Grasset, qui sont en opposition au niveau de la puissance. Voilà. Et puis So une what I would Dominel, do- parce que... Pardon? Non, non, vas-y, vas-y. Oui, et puis une Dominel aussi, parce que c'est un cas particulier dans l'idée de l'appellation. So what I would do if I were to introduce the domain to somebody, if I had my druthers, I would put wines in opposition of each other. I would put two whites in opposition, one Marsanais Blanc and Moët Saint-Denis Blanc en La Rue de Vergy. The other one that I would put in opposition would be in Gevrey-Chambertin, Castier, and Clos Saint-Jacques, because they're very, very different. And then I would put Vaudenel and Grastet in Marsanais to show how different you are with vineyards that are, in fact, very, very close to each other. These really offer different. I'll add something when you have the occasion, or when I come in to do a staff training when I'm able to. I would love to pull just the Marsanais Blanc and the Marsanais Sous Roche, because the power between the two wines is just phenomenal. The Sous Roche is a giant, and the Marsanais Blanc is just a beautiful everyday wine. Alors, au travers d'une dégustation comme ça, si les différences, l'amateur se trouve vraiment des différences et qu'il apprécie toujours ces différences, ça veut dire aussi que nous, on a bien fait notre travail d'accompagnement et qu'on révèle chaque sol comme il doit être révélé. So if a consumer goes through this tasting, if a consumer goes through this tasting and sees the difference, we've done our job. We've done what we needed to do. Sir, I have a question from the audience here. Any thoughts from Bruno and Arthur on the potential of Bourgogne Regional wines in the era of the warming climate? Alors, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport au potentiel des appellations régionales dans cette ère de climat qui chauffe? Pour les appellations régionales. Oui. D'accord. Alors, Coteau-Bourguignon, Bastourin, Oui. Ligonnès, Bourgogne-Blanc, Bourgogne-Rouge, Haute-Côte. Je pense que les appellations régionales, elles ont toujours eu leur place, mais malheureusement, le marché n'a jamais été là pour ça. Par contre, il faut bien se méfier parce que le réchauffement climatique, ce n'est pas forcément un avantage pour les régionales. Les régionales sont situées dans les bas de coteaux, c'est-à-dire ceux qui souvent mûrissent très très bien et très très fort. Pas les Hautes-Côtes. Ah, les Hautes-Côtes, c'est autre chose, pas les Hautes-Côtes. Et donc, pour les vignerons qui ont des régionales, moi j'en fais pas, il faut bien se méfier parce qu'on a tendance à les récolter, bon, on verra bien après les autres choses plus importantes, mais il faut vraiment vendanger à l'heure. Ça, c'est nouveau. Parce qu'avant, effectivement, d'abord, il y avait un chargement, un rendement très élevé. S'il y avait une climatologie pas très bonne, ça faisait évidemment quelque chose de pas terrible. Mais là, maintenant, avec la climatologie qu'on a, on peut faire de très, très grandes régionales. Donc, ce qu'il faut que tu leur dises, c'est que du coup, dans les prochaines années, il va falloir faire de plus en plus attention aux surmaturités dans les parcelles régionales. Plus qu'ailleurs. Yeah, so what comes out of this last exchange is basically you got to be very, very careful with the regionals because those are the ones that mature the fastest. And given the global warming, you're going to have to be just very, very, very careful to bring out something right on point and properly done. Years ago, you could leave those for a week and a half after harvest, and it just really didn't matter. I remember in the 70s, it actually needed a week to 2 weeks more to actually ripe. But the haute côte, that's for the bottom of the plain. If you're at the top of the hill, in the haute côte and in the back part, different challenge here. The global warming is helping it tremendously. Oui. Pour les Hautes-Côtes, c'est vraiment un grand avantage, le changement de climat. Il y a des Hautes-Côtes maintenant qui sont fantastiques. Yeah, there's some. He's saying there's some haute côtes that are fantastic. Arthur, tu voulais dire? Non, je voulais dire un peu la même chose, que justement les Hautes-Côtes allaient bénéficier de ce changement climatique par le fait que normalement il y a un climat plutôt très très froid. Et, en 2013, pour les Hautes-Côtes, c'était difficile. Vendanger en début novembre. In 2013, the haute côtes were a hard one to vinify. So,
What else? Do you have some we talked about the new parcels. Est-ce que tu peux me raconter encore un petit peu, je sais que tu l'as raconté des dizaines de milliers de fois, mais l'histoire de la Dominode? Ah, l'histoire de Dominion. C'est un élan affectif de la part de mon père. Donc, mon père goûte par hasard avec pas mal de quelques échantillons de vin de toute la côte. Ça, c'était en 1955 ou 56. Et on lui fait déguster une série de vins. Dedans, il en trouve un qui est exceptionnel. Et c'était en comparaison avec des villages plus prestigieux que Savigny. Et il trouve ce vin formidable, il demande ce que c'est, et on lui dit, ça c'était un 1934 qui goûtait, c'est vrai que c'était un grand millésime aussi, et il a trouvé le vin incroyable. Et quand il a su que c'était à Savigny, il s'est dit, ah bah, je veux voir cette vigne, et si un jour elle est à vendre, je ferai n'importe quoi pour l'acheter. Et c'est ce qu'il a fait en 1961. So his father fell in love with this wine from this particular vineyard around 1959. And he promised himself that he would, he liked it so much that he promised himself that he would purchase some of this vineyard if it ever came to sell. And to the great horror of his father, Bruno's grandfather, who said, "What the hell are you doing? That's too far for us to work. What are you thinking?" And then the father made it work, of course. And they've been making this Peter, wine. I'm sorry. Peter, could you repeat the question in English for everybody? The question in English, could you tell us about the family story and Savigny-les-Bains La Dominode? Thank you. So this is a vineyard. Et il y a combien de vignes dans la Dominode qui sont à peu près de 1902? So, Il n'y en a pas. Non, ce qui reste de nous. Ah non, pardon, les 7 qui restent dans la vigne, je veux dire. Oui. un tiers, un cinquième. Tout ce qui est antérieur à 1930, je ne sais pas, peut-être un quart, 30% maximum. Entre un quart et un tiers, quoi. Ouais. D'avant 1930, parce que tu sais. Attends, je t'explique aussi qu'il y a eu c'était planté en 1902, c'est les replantations d'après Phylloxéra, enfin 20 ans après. Donc il y a eu la guerre de 14 aussi. Et tu sais, dans les villages, pendant la guerre de 14, à part les crus prestigieux, ben, c'est les femmes qui s'occupaient des vignes, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Donc il y a des vignes qui n'ont pas été toujours très bien soignées. Donc on peut imaginer qu'il y a eu des pertes de pieds aussi pendant la guerre. So the vineyard was replanted about 20 years after Phylloxera. And the oldest vines in the vineyard are about 1902. There's up to a third of the vineyard that are vines planted in the 30s and before, and all the rest is a piquage after that. There was also, one must remember that there was the 1918 war, the First World War, and there was a whole 4 years of difficulty of cultivating the vines and replacing what needed replacing and so on and so forth. So you got to take that into account as well. It has become an iconic wine for the domain. It's become an iconic wine in Savigny-les-Bains and for all of Burgundy. I think this is a vineyard that every single Burgundian knows this vineyard. There's just no question. It is one of those sought after, under the radar, yet overperforming vineyards. To me, it's worth a premier cru de la Côte de Nuit. Easy. Pour moi, ça vaut un premier cru de la Côte de Nuit, la Dominode. Qu'un mauvais premier cru, sûrement. Non, oui, c'est difficile de comparer. C'est difficile de comparer les choses. Parce que ce qui est particulier dans cette Dominode, enfin tout ce secteur-là, c'est que ça fait des vins vraiment, c'est les plus concentrés, les plus puissants de Savigny. Parce que Savigny, comme je te l'ai toujours dit, j'adore ce village parce qu'il y a toutes les variétés possibles, du plus fin jusqu'au plus puissant. Donc voilà, chacun y trouve son compte. Mais là, on est parti du secteur qui est vraiment puissant. Donc, grande garde. So he's talking about the power of Savigny-les-Bains, and La Dominode is
considered the most powerful vineyard in Savigny-les-Bains. I would say followed by Nermonton and then Vergelès would be the three most powerful wines in Savigny-les-Bains. And it's that power that permits you to almost psychologically put it in the Côte de Nuits. Do you have any? Sorry, I was just going to second that. It's everybody, if you haven't tasted it, it is an absolutely stunning wine. The concentration, I mean, we're talking about 120-year-old vines here. And as I understand, the Clairs have, you know, a very small vineyard team, 5 people, I think, or 7 people, and 1 person dedicated entirely to taking care of La Dominode. And so the care that goes into it translates 100% into this incredible wine. Donc, elle est en train de parler de la façon dont vous travaillez. Votre équipe est en fait assez petite pour une exploitation aussi grande. Elle a dit 5 personnes. Je ne sais pas si c'est exact. On a raison, on est 5 personnes dans les vignes à l'année, plus les tâcherons qui sont dédiés. Oui. C'est 7 pour l'année, mais là, par exemple, il y a 10 personnes qui reviennent pour aider. Pendant les saisons de très très haute intensité en travail, So there's a core team of 5, and then of course Bruno supervises, so that's 6. And then they bring in people when they need them for more intensive work. Whether it be relevage, for example, for the lines that are the guards that are kept along the side the vineyards, that keep them in a row, or some time of tying the sarments to the line again. You know, any type of action. For example, debunning, so on and so forth. You're going to need more and more people than they're going to hire in a team. La Dominode, il y a une personne qui s'y attelle à l'année, c'est ça? Oui, exactement. C'est d'ailleurs le compagnon de Margot, ma fille. Comme ça, il travaille. Says he's sure it's good work because it's his it's his daughter's boyfriend who does the Dominode. So he's got a handle on that. It'll be good work. Alors finalement, est-ce que tu peux nous raconter aussi un petit peu l'histoire de l'invention du Marsanais rosé? The one thing he doesn't want to talk about. On va remettre l'image du grand-père, enfin de l'arrière-grand-père. Je vais essayer de faire rapide. On va voir. Voilà, ça c'était lui. Voilà. C'est Joseph Clair. That's Joseph Clair. This is the guy who invented this stuff. Il doit avoir 50 ans. Là. Ouais. He was about 50 there. Donc mon grand-père est arrivé, enfin plutôt, le village de Marsanais, après la Révolution française, parce qu'il n'y avait plus d'obligation de mettre du pinot, a décidé de s'en cépager en gamay. Parce que le gamay rapportait beaucoup plus d'argent que le pinot, sachant que le pinot, on récoltait une année sur 3 et qu'il n'y avait pas, les vins de Bourgogne n'étaient pas vraiment renommés à l'époque, à part évidemment les vins. So right after the revolution, a lot of growers in Marsanais replanted the gamay because gamay was a cash crop. You picked it. It was not even a whole full year in élevage, sold off to the brasseries and small épiceries, and basically a year-to-year crop, a normal crop. Whereas Pinot, 1 year out of 3, you weren't producing. 2 years out of 3, you weren't producing a crop, and you still had to wait a year and a half to get everything, to get the cash in. So a lot of people in Marsanais planted to Gamay. Les 3 premiers villages du nord de la côte, proches de Dijon, c'est-à-dire Chenauve, Marsanais, Couché, jusqu'à Fissin, ils ont tous remis du gamay en gardant quelques vignes de pinot, mais au départ, c'était pratiquement 80-90% de gamay. Arrive le phylloxéra, il faut arracher les vignes. Et là, ils prennent vraiment la mauvaise décision. Ils replantent pratiquement les 2 tiers du village encore en gamay. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils ne pouvaient plus gagner d'argent avec le gamay parce que les vins de table du Midi arrivaient en concurrence sur la ville de Dijon et qu'il fallait absolument revenir au pinot à ce moment-là. Donc, ils ont fait une erreur historique.
Oh, okay, okay. So then comes phylloxera, and phylloxera destroys all the vines in place, and they made the absolute historical error of replanting 2/3 to Gamay just at the same time where we were starting to get all the wines from the south of France starting to come up to our markets. And because they were cheaper, they were replacing the Gamay as a go-to wine. Vas-y. Alors, mon grand-père, ayant un œil neuf, puisqu'il arrive à Marsanais, se marie avec ma grand-mère en 1900, à la fin 1918, début 1919, et il voit le village, il dit, mais là, on court à la catastrophe. Il faut arracher les gamets, replanter du pinot. Alors, il y avait encore donc quelques 20% peut-être des vignes de Marsanais qui étaient en pinot, dans celles qui avaient été conservées. Bon. Et il se dit, bah, avec ça, il discute avec un sommelier très réputé du plus grand resto de Dijon, qui était les Trois Faisans. À l'époque, c'était le Pré-au-Clair aujourd'hui. Et le sommelier lui dit, mais c'est peut-être une bonne idée. L'idée qu'il avait eue, c'est de dire, puisqu'on n'est pas connu maintenant, on a perdu en un siècle notre réputation de vin rouge, ben on va faire un produit original que personne n'a fait, on va faire du rosé. Il est un gonflé, il est bon. Et lui, il dit, ah, mais je suis partant. Et c'est comme ça que la réputation, ou tout du moins les premières bouteilles, parce qu'ils mettaient en bouteille une partie à l'époque, les premières bouteilles se sont vendues au Pré-au-Clair, enfin le Trois Faisans, le plus grand resto de Dijon. Et c'est comme ça que petit à petit, ben, on a dit, ah, Marsanais, il y a du rosé, oui, c'est intéressant. So, C'est un coût économique, si tu veux. Ouais. C'est un coût marketing pur pour l'époque. So when this guy came, Joseph, c'est Joseph, huh? Oui. When Joseph came back to get married, 1919, the vineyards were planted to 3/4 Gamay, and he said, "This is a catastrophe. We're going to have to rip up all this. We're going to have to rip up all these vines, and plant them back to Pinot or Chardonnay." And he said, we absolutely need something to survive while we do this. And he had a marketing idea with the sommelier of the best restaurant in Dijon, which was called Aux Trois Faisans. And they conceived of making a rosé. And the best restaurant in Dijon served it, and it became an immediate phenomenon. But it's a marketing phenomenon. It's a marketing phenomenon. It wasn't a custom of Burgundy. Il n'y avait aucune raison particulière qu'on fasse du rosé à Marsanais. On aurait pu en faire à Gevrey, on aurait pu en faire à Vaudronnais, de la même façon. There was no particular rhyme or reason to do it in Marseille in particular. They could have done it in Gevrey, they could have done it anywhere else, but it so happened that they had some vines that were worth it there. L'idée d'Eugénie, ça a été de faire reparler de Marsanais et surtout de maintenir des vignerons pendant la crise des années 30. Parce que sinon, il n'y aurait plus un seul viticulteur à Marsanais. Les années 30, il y a déjà des vignerons qui disparaissaient dans les grands villages de la côte. Il faut savoir que les vignes ne valaient plus rien du tout. C'était un marasme comme on ne peut même pas imaginer. Donc, ça a sauvé le village pendant cet entre-deux-guerres et ça a empêché Marsanais de disparaître. Ça a sauvé économiquement le village. Voilà. Résumé comme ça. It had for effect to save economically the village and the two next door villages, by the way. In between the two wars, we had the crash, and we needed an economic means to survive, and this permitted the family to survive throughout that period until after World War II. It's fascinating to hear how it was born really out of necessity in some ways, but now has become something that's so loved and appreciated for the wine that it is. I'd also love to hear if they could talk a little bit about their Marsanais single vineyard bottlings, as we have just a few minutes left and they are just so distinctive. Est-ce que vous pouvez parler de la différence des trois Marsanais, des trois lieux-dits de Marsanais, Longeroy, Grastet, Vaudenet? Arthur va le faire. Je vais juste dire encore un petit mot sur le rosé. Tout petit. C'est toute l'histoire du village quand même. Le problème du rosé, c'est que ça nous a sauvés effectivement pendant l'entre-deux-guerres, justement dans les années 50. Mais après, moi, ma génération, on a passé notre temps à essayer de prouver que notre vocation était de faire des grands rouges qu'on n'aurait jamais dû cesser de faire au 19e. Et donc, c'est comme ça qu'on a mis
30, 40 ans pratiquement à reparler des vins rouges de Marsanais comme les cuvées dont on va parler. So he said it had a backlash creating this rosé because it took us about 40 years to have the red wines of Marsanais recognized in the work that we're doing in the vineyards. Bon, on parle des trois. Nous, on est en- derniers. Attends. Je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour vous. Mais nous, on est en train du coup, on va parler du grasse-tête en même temps, et on peut le goûter. On va parler du grasse-tête 2017 aussi et des single vineyards qu'on a sur Marsanais, qui sont effectivement très différents. Tu peux leur dire. So the single vineyards that we have in Marsanais are very, very different. So we're starting with the Grastet. Alors, on n'a pas les... Grastet means fat heads, and it means it describes the big boulders that lie underneath the terroir. This is the mother rock is basically big boulders that look like big heads. J'expliquais ce que Grastet veut dire. Ouais, exactement. Alors, donc effectivement, c'est des appellations plutôt différentes et des climats très différents. Il y en a deux en tout cas qui se situent sur la partie sud de Marsanais et un qui est plus au nord, qui est le Longeroy. Le Vaudenay, south of Marsanais, Vaudenay and Grastet, and one to the north of Marsanais, which is Longeroy. on en a un autre effectivement qui s'appelle le Charmeau-Prêtre qu'on fait maintenant depuis 2018, qui est aussi qui est entre Charmeau-Prêtre. C'est un peu l'intermédiaire entre Grasset et Vaudenel, au niveau du sol et au niveau du vin. le Charmeau-Prêtre. Charmeau-Prêtre. Et les différences entre les trois. Alors, le Vaudenel, effectivement, le Vaudenel et le Marsanais rouge sont des vins qui sont un peu plus approchables jeunes, je dirais. Ils sont destinés à être gardés quand même 4-5 ans facilement. Mais effectivement, ils sont plus approchables. On est plus sur le fruit, plus sur la fraîcheur, plus sur des petites pointes acides et fraîches. Contrairement aux Grasset et aux Longeroy qui sont plus des vins de garde et qui vont se garder. So the Vaudenel is the early drinker of the bunch, and it's vinified on the fruit, and it's got it's really pretty. The tannins are nice and check, and you can drink it early, and has a good 5 years aging capacity. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'effectivement le Longeroy est un des plus connus à Marsanais. C'est une des appellations les plus connues à Marsanais, de par sa complexité. So Longeroy, which is very complex, is one of the most known appellations in Marsanais. It's at the top of the hill. Par la régularité aussi, parce qu'effectivement, millésime après millésime, il ne fait presque jamais faux bon. C'est un excellent vin, même dans les millésimes difficiles. It also is a wine that works very, very well even in hard vintages. So it's a good go-to no matter what vintage. It'll stay complex, it'll stay lengthy and good minerality on this wine, and you've got a nice, good solid base on it. Le Grasset qu'on est en train de goûter là, c'est le 2017 effectivement. C'est un sol, contrairement au Vaudenel qui est plus sur la roche, le Grasset a plus des argiles un peu plus lourds. Vas-y, traduis. So here you've got like those big fat rocks in the Grastet that I was telling you about. And in between those big fat rocks, you've got heavy clay. Mais c'est des tanins qui sont très fondus quand même parce que c'est le millésime qui domine un peu dans le sens où en 17, tu n'as pas de millésimes qui sont durs. Donc le Grasset 2016, là, il y a des tanins extrêmement présents qui demandent à vieillir. Là, en 17, ce n'est pas le cas, mais c'est l'effet millésime solaire du 17. For example, in 16, the structure is much more prominent than in 17. 17, you've got a very soft structure, so they're very approachable early. Il n'y a pas de millésime. Ça fait rien, je peux l'utiliser tous les ans, celle-là. Ah oui, il y a pas de... C'est fait exprès, c'est pour le site internet, justement. Et juste pour dire quelques mots à propos de 2017, parce que c'est ceux qui seront en train de vendre ce que Verity Wines vendra très prochainement ou est en train, en tout cas.
Effectivement, c'est un millésime qui est très mature, qui est très complexe. On a des vins Très qui sont aromatique. très ouverts et très aromatiques en ce moment, même sur des grands vins, des premiers crus, des grands crus. Bon, il va falloir effectivement les garder, hein, les bonnes marques, il faut les garder quand même plus longtemps. Mais on est sur un millésime qui est justement où on se concentre plus sur 2018 parce que tout le monde a dit que c'était un très très grand millésime. Mais 2017 est un grand millésime qui, je pense, va plaire à beaucoup de gens parce que il est très très approchable et très complexe, même dans sa jeunesse. Et je pense que ça va durer très longtemps. So between the two vintages, 18 and 17, 18 is considered, of course, by the press to be the great vintage, but it's a vintage that's going to need a little bit more time. It's got a heavier construct. It's something that needs some time to really show its full potential, even though it is showing rather well right now. And 17 is much more graceful, elegant, balanced, and people are going to appreciate that because it's ready to drink, and you can drink it when it's young, and you can drink and still get beautiful complexity on the wines. But they're not weighty. They're like complexity without weight. They're really light on their feet, and the whites are exceptional. Yeah, that's one of the best vintage for whites for sure. In my lifetime. Yeah, I think I prefer 17 in white than 14 and 10. Yay! I'll say that. Me too. Me too. Yeah, 17 is exceptional for the white and for the red as well, but it's different wines. But in white, it's just exceptional with the balance and yeah. I have one thing to say. I know I talked about it a little bit earlier, but please, 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 everybody, when you have stock of this, bring it out bring it out with the regular Marsanne. Bring out your white Marsanne and your Sous la Roche side by side. Because I want people to I want people to realize how much of a difference there is between the complexity that you have on Sous la Roche and the joyfulness and just pure joy that you have on the Marsanne Blanc. But they're two extraordinary different wines for extraordinary different places on the list or extraordinary different uses at retail. Do that because people have a tendency to not touch the Sous la Roche because of the price. It's literally because of the price, but until they taste it side by side, they have no idea. Anything, thanks for putting some prices up there. Est-ce que vous avez d'autres? Do you have any questions while we're at it? Anybody have any questions? I don't see any showing up. So, Susan? Well, thank you all so much for joining us. If anyone does think of questions that they just wish they'd asked, you know where to find us. Yes, I have one question. La production du rosé se passe comment? Alors, la vinification. Oui. Alors, la vinification, elle dépend de chaque année, hein, bien sûr, mais suivant le millésime, normalement, on met du 50% de presse directe et 50% de macération pelliculaire pendant 3, 4, 5 jours grand maximum. So the rosé is done with 50% of regular press juice and 50% skin contact maceration for 3-4 days. En fait, on ne fait pas un rosé de soif, c'est-à-dire que c'est un rosé qui est vineux. Et moi, je tenais à ça, j'aime pas trop le style des rosés qu'on trouve aujourd'hui. Ils sont un peu limpides, c'est de l'eau, c'est très fugace. Nous, moi, je veux que quand on goûte ce rosé, d'abord, on sente le pinot et qu'ensuite, ça reste en bouche aussi. Un vrai rosé un vrai vin de pinot. So they're trying to make a real wine, a wine with structure, a wine with ageability, a wine that you can have on food. It's not a vapid, knock it back with a couple of ice cubes in it type of wine because it doesn't like that stuff. Donc, il y a quand même beaucoup, on a une bonne couleur et il y a une persistance en bouche.
entretien. And there's length and persistence on the palate. Et la fermentation malolactique est systématiquement faite aussi. Donc, Voilà, toujours une fermentation on n'a pas malolactique. d'acidité. On a comme pour des vins rouges. They do mallow as well, so it's made like a red wine. Vous avez une cuvée centenaire qui sort ou Exactement. Cette année, La on vient de la mettre, on va la mettre en la bouteille. 18 ou c'est la 19? 19. 1919, C'était 2019. la première année. So 1919, and we're coming up to 2019. They're going to have a 100-year anniversary cuvée of that in the 19s. So there'll be a slightly different bottling and label, and maybe a lot more magnums. Maybe a lot. I'm hoping. Beaucoup plus de magnum. Peut-être, Ouais. effectivement. Well, thank you everybody for joining us today. And if you have any further questions, please email them to me, email them to Elizabeth, Sheila, Jesse, whomever. They'll get them back to me, and I will have the domain answer them for you. And you can always reach And me thank you very, very through the website. Merci. Merci à tous. Merci Thank pour you, toujours l'intérêt Peter, que for vous your portez brilliant translations. Merci. Arthur and Bruno, thank you so much for your time. I know it's a busy time and it's a real pleasure to have you.